bureau du PDG spécial Eurosic. J'ai le plaisir d'être reçu dans le bureau du PDG, donc Jean-Éric Vimont. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On va voir avec vous, pour commencer, quel est l'historique d'Eurosic, cette société, une foncière cotée, qui a une certaine visibilité à la Bourse de Paris, mais bon, tout le monde ne connaît pas forcément tout le détail de cette histoire. Donc, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur les grandes lignes? Bien sûr. Eurosic, dans sa configuration actuelle, démarre en 2007 à travers deux opérations. Premièrement, le rachat d'une foncière de taille intermédiaire qui s'appelle Vectran. C'est quoi une taille intermédiaire? Qui avait un patrimoine de l'ordre de 500 millions d'euros. D'accord. Qui était une foncière créée en 2000 et qui avait au fur et à mesure grandi à travers des opérations de cession par des industriels ou des groupes de services de son immobilier, ces groupes le relouant derrière. Et puis une deuxième opération qui était l'apport par le groupe des caisses d'épargne de 3 immeubles de bureaux importants dans Paris. Deux immeubles sur le quartier de Seine-Rive-Gauche, donc derrière la gare d'Austerlitz, avec le siège de ce qui est aujourd'hui BPCE, le siège de Natixis Asset Management et un immeuble phare à proximité de la place de l'Étoile, le 52 Hoche, qui était le siège de la Banque Palatine. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc dans vos actionnaires de référence Palatine et également Caisse d'épargne. Tout à fait. Donc Nexity, en l'occurrence, puisque Eurosic faisait partie de l'opération de rapprochement entre Nexity et les caisses d'épargne en 2007, et puis Banque Palatine, puisque elle a apporté cet immeuble du 52 Hoche, d'où aujourd'hui une situation où Nexity détient 32% d'Eurosic et Banque Palatine 20%. Mais alors pourquoi en fait ne pas avoir tout fusionné, tout rapproché? Pourquoi avoir gardé finalement cette entité à part qui est une foncière de taille moyenne justement? Foncière de taille moyenne, effectivement aujourd'hui, l'ambition est de faire grandir cette foncière sur le créneau très spécifique du bureau vert dans Paris et en première couronne. C'était ça la spécificité en fait, et c'était le cœur business, c'était pour faire une identité propre en fait. C'était effectivement de développer un véhicule puissant sur le bureau à Paris en première couronne, avec un volet qui était une externalisation par le groupe des caisses d'épargne de son immobilier d'exploitation de bureaux, et puis d'autre part des opérations sur le marché. Au jour d'aujourd'hui, ce volet de croissance par externalisation du patrimoine des caisses d'épargne est un volet qui ne répond plus aux objectifs que s'est fixé le nouveau groupe BPCE. Par contre, le développement à travers le rachat d'immeubles de bureaux sur le marché dans cette optique d'immeubles récents, d'immeubles de grande taille et d'immeubles situés dans Paris ou en première couronne reste là, et c'est notre stratégie pour les 3 ans qui viennent. Ça fait quelle taille maintenant? Aujourd'hui, Eurosic, le patrimoine, c'est 1,4 milliard. 1,4 milliard d'euros. Et vous dites uniquement rachat parce que vous n'êtes pas promoteur, vous ne fabriquez pas... Alors, nous avons la spécificité de pouvoir développer effectivement de nouveaux produits. Au-delà du rachat d'immeubles existants, nous avons les capacités de mener des programmes de construction, ce qui a été le cas du 52 Hoche. Le 52 Hoche est un immeuble qui nous a été apporté par Banque Palatine, pour lequel nous avons eu l'autorisation de le démolir et de reconstruire à neuf. Donc nous avons cette capacité, et c'est notre positionnement pour demain également, de pouvoir construire des immeubles neufs dans Paris ou en première couronne. Et donc vous, votre histoire croise celle d'Eurosic depuis 2 ans, une société assez récente malgré tout, même si elle a un historique plus ancien, et vous en avez pris la direction il y a 2 ans. Tout à fait, j'ai pris la direction très précisément le 1er décembre 2008, avec comme feuille de route la mise en place de cette stratégie. Je dirais que la première année a été consacrée surtout à des opérations de renégociation de baux. Nous étions au cœur de la crise, avec des sociétés qui soit souhaitaient quitter leurs locaux, soit étaient en fin de bail. Et donc nous avons eu une grosse activité de renégociation. Et pas forcément favorable pour vous en tant que foncière? Qui a été, comme toute négociation, un compromis à trouver entre, d'un côté, une réduction des loyers et, d'autre côté, un allongement de la durée de ces loyers. Et donc,
ce qui nous a permis aujourd'hui d'accroître notre visibilité et la sécurité de nos cash flows. Alors pour finir sur l'historique, votre parcours avant de rejoindre la direction d'Eurosic? Eh bien, auparavant, j'ai passé 8 ans chez Nexity en tant que directeur financier dans les différentes opérations de LBO puis d'introduction en bourse et de vie en tant que société cotée. Et durant la dernière année, j'ai été le directeur général du pôle investissement de Nexity, donc sur des activités d'investissement dans du bureau à Paris, sur des profils, différents profils et notamment des profils de développement. Bon, donc ça veut dire que vous connaissez bien tous ces rouages et ça tombe bien parce que ça va être l'objet de notre deuxième partie sur le business des foncières. Jean-Éric Vimont, on est dans votre bureau, merci de nous y recevoir. Un mot sur la façon dont Eurosic gagne sa vie, comment vous faites de l'argent. Quels sont les rouages finalement d'une foncière? Écoutez, ces rouages sont doubles. Le premier, c'est le rendement courant, c'est-à-dire de louer nos actifs de manière à ce qu'ils contribuent à la génération de cash flow. Et ça, c'est les loyers, donc, que payent les entreprises qui occupent nos locaux, ouais. Et qui nous permet de pouvoir servir un dividende à nos actionnaires, puisque en tant que foncière, nous considérons que la première chose, c'est de pouvoir servir un rendement élevé à nos actionnaires. Il est de quel ordre? Cette année, il a été supérieur à 6%. D'accord. Le taux d'occupation de ces bureaux, j'imagine que c'est un ratio important? C'est un ratio évidemment fondamental. Aujourd'hui, il est de 100%. Si j'arrondis, le 99,9%. Il y a un placard à balai qui n'est pas loué. Voilà, un petit immeuble de commerce, de petit immeuble. Et puis nous avons comme challenge de louer les opérations que nous avons redéveloppées. Donc nous en avons 3, nous en avons déjà reloué une. Il y en reste 2 à développer et donc ça, c'est la croissance du cash flow pour demain. Donc ça, c'est la première chose, c'est donc le rendement courant. La deuxième chose, c'est de créer de la plus-value, puisque le métier de foncière consiste à faire tourner des actifs. Nous sommes dans une optique où vous achetez des immeubles et vous essayez de les revendre avec une plus-value. Nous cherchons à les revendre au plus haut après un travail de repositionnement de l'actif, donc soit sur son marché locatif, soit à travers un programme de travaux assez lourd. Et une fois que cette création de valeur est faite, nous réalisons la plus-value et nous faisons tourner ces actifs. En général, une rotation met combien de temps? Combien de temps vous gardez un immeuble? Alors, je dirais que typiquement, c'est 4-5 ans. 4-5 ans. Si on prend vos marchés, le marché de la location de bureau, le marché de l'immobilier et de l'achat-vente, comment ils se comportent en ce moment? On est plutôt en haut de cycle, en bas de cycle? Alors, aujourd'hui, il faut vraiment faire la distinction entre le marché locatif et le marché de l'investissement. Sur le marché locatif, la situation est bonne, à la fois en termes de volume. Parce que ça a été compliqué pendant la crise. Tout à fait. Il y a eu une grosse chute des volumes, une baisse des loyers. Aujourd'hui, ces volumes redécollent et les loyers se sont stabilisés, voire recommencent à augmenter, notamment sur le neuf restructuré. C'est-à-dire qu'on est revenu à des loyers plus chers qu'avant la crise, c'est ça que vous dites? Ou à peu près au même niveau? On est revenu à des marchés, à des loyers, je dirais, oui, typiquement de 2007, 2008, 2007. Donc avant Lehman Brothers. Avant Lehman Brothers. D'accord. Donc ça, c'est pour le marché locatif. Le marché d'investissement, lui, est dans une configuration un peu différente, puisqu'il y a vraiment une distinction à faire entre, d'un côté, le neuf restructuré et puis l'existant. C'est-à-dire le neuf restructuré, loué, qui répond à la demande des entreprises et qui fait l'objet du focus actuel des investisseurs, avec des prix qui ont très largement augmenté. Et puis de l'autre côté, le marché de l'existant non restructuré, qui lui est un marché un peu gelé au jour d'aujourd'hui, où le vendeur ne rencontre pas forcément l'acheteur, puisqu'il y a un écart sur les prix. Mais alors, si j'ai bien compris votre métier, votre but, c'est d'acheter justement ces actifs en mauvais état, entre guillemets, et puis de les restructurer pour les vendre. Donc en ce moment, vous êtes plutôt en phase de vente de certains actifs? Donc nous sommes effectivement en phase de vente de certains actifs, et notamment d'actifs de diversification, puisque nous sommes à 25% en dehors du bureau. Donc nous souhaitons refocaliser le portefeuille entièrement sur le bureau, et nous recherchons à l'heure actuelle des actifs effectivement sur lesquels il y a du travail immobilier à faire, donc soit des actifs avec des baux qui ont une durée courte,
donc 2-3 ans de vie résiduelle, ou carrément nous regardons aujourd'hui des opérations de développement sans locataire, donc avec un risque locatif au moment où ces immeubles seront livrés. Et toujours avec une stratégie assez premium, hein, j'ai l'impression, plutôt Paris, Intramuros, Première Couronne. Tout à fait, c'est immeubles la de bureau. spécificité d'Eurosic et c'est notre caractère unique. Notre portefeuille de bureaux est à quasiment 100% sur ce créneau du neuf restructuré dans Paris et de grande taille. Donc pour des grands groupes en fait. Donc pour des grands groupes, nos locataires, ce sont de grandes signatures, c'est BPCE, c'est RTE, c'est Pierre et Vacances dans les loisirs. Ce sont toujours des signatures qui nous donnent une qualité de crédit forte et de plus qui sont des immeubles qui leur sont entièrement loués, ce qui nous permet sur le plan financier d'avoir des frais de gestion extrêmement réduits et donc d'optimiser le taux de rendement puisque nous avons très peu de frais de gestion, de rotation, contrairement au cas où nous aurions beaucoup de locataires. Vous avez en permanence une rotation, des travaux à faire, du vide. Donc c'est une stratégie qui permet d'optimiser le retour financier. Voilà pour le business. On va s'intéresser dans une troisième partie à la stratégie, si vous le voulez bien. Le bureau du PDG chez Eurosic, dans le bureau de Jean-Éric Vimont, bonjour. Bonjour. On continue cet entretien. On va parler maintenant de la stratégie de développement, hein, parce qu'il y a une raison. Si vous avez été filialisé par deux grands groupes, c'est pour vous permettre de vous développer. On a cru comprendre lors des précédents entretiens qu'en effet BPCE ne souhaitait plus externaliser son immobilier. Donc vous avez une partie de cet immobilier, mais bon, vous n'en aurez pas plus. Donc il faut que vous trouviez vos relais de croissance par vous-même, c'est bien ça? Tout à fait. Donc sur les relais de croissance, notre marché, c'est celui du marché de bureaux dans Paris et en Première Couronne. C'est l'un des marchés les plus profonds en Europe, donc nous n'avons pas de doute quant à notre capacité d'originer des produits. Il y a beaucoup de concurrence malgré tout, parce que j'imagine que ça intéresse, enfin, c'est le positionnement d'autres foncières aussi, hein. C'est difficile d'avoir des bons immeubles. C'est bien évidemment une compétition. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de situation de chasse gardée. Donc, nous, notre avantage, c'est la qualité de nos équipes, hein, qui nous permet effectivement d'être proche du marché avec des capacités pour trouver ces produits, les identifier et derrière les travailler. Et donc le but, c'est d'avoir, on parlait d'un patrimoine de 1,4 milliard, hein, vous avez un objectif chiffré en fait à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans? Je dirais qu'à l'horizon de 1 an, où nous sommes dans une politique de recentrage du portefeuille sur le bureau, puisque aujourd'hui nous avons 25% de diversification. Donc ce patrimoine pourrait être amené à être réduit un petit peu? Voilà, nous allons le faire tourner, hein, c'est-à-dire de pouvoir se refocaliser uniquement sur le bureau, donc, et ensuite effectivement de croître. Nous, ce que nous pensons, je dirais que c'est moins en taille de patrimoine en tant que tel, mais en termes qualité d'actifs, bien sûr de qualité d'actifs et puis aussi de capitalisation boursière. Hein. Aujourd'hui, nous avons une capitalisation boursière de 500 millions d'euros en chiffre rond. Donc qui ne reprend pas du tout l'actif net réévalué, enfin en tout cas la valeur de votre patrimoine. Qui est encore avec une décote par rapport à notre actif parce que vous avez net réévalué. Alors bien évidemment, nous avons aujourd'hui en gros un peu plus de 50% de LTV. Donc nous sommes maintenant proches de notre objectif de gestion de moyen terme. Nous considérons que 50%, c'est l'ordre de grandeur d'une gestion à moyen terme. Et donc notre objectif, c'est effectivement de croître pour accroître la capitalisation de la société et la liquidité du titre. Parce que j'imagine, des poches de valeur ajoutée, c'est aussi l'optimisation du bilan et le fait d'avoir des partenaires bancaires. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider dans la façon dont c'est structuré, dont c'est financé, dont c'est organisé? Bien sûr, ça a déjà été le cas en 2007 lorsque Eurosic a été créé. À ce moment-là, la dette d'Eurosic a été entièrement refinancée dans des conditions optimales en termes de taux, de durée. Et c'est évident que notre appartenance à un groupe bancaire a été un élément facilitateur
pour obtenir ces conditions. Et dans le monde de demain, nous pensons évidemment que cette appartenance jouera un rôle tout à fait favorable pour la société, pour sécuriser cette partie de dette qui nous paraît indispensable pour assurer le retour que nous souhaitons pour nos actionnaires. L'immobilier est un métier très capitalistique qui a besoin de l'effet de levier. Bon, je parle sous votre contrôle, hein, en tant qu'ancien directeur financier, vous savez ça mieux que moi, mais si je calcule bien 500 millions de capitalisation boursière, 50%, ça fait quoi, 700 millions de dettes à peu près? C'est ça à peu près, voilà. Oui. Donc il reste un delta de 200 millions par rapport à la valeur du patrimoine comptable. Ça, c'est la décote classique dans ce métier ou on peut la réduire? Alors, c'est effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de décote. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment de la réduire, d'où, bien évidemment, d'abord le travail intrinsèque sur le patrimoine, c'est-à-dire le recentrage sur le bureau vert dans Paris et en première couronne. Ça, c'est le premier aspect. Ouais. Et le deuxième aspect, c'est d'augmenter la liquidité du titre de manière à effectivement créer une rotation attrayante pour les investisseurs. Vous parlez de bureau vert, j'imagine que ça, c'est une ligne directrice forte pour votre stratégie de développement? C'est une ligne directrice fondamentale. C'est-à-dire que tout est vert maintenant, que ça permet de louer plus cher, comment ça marche? C'est le HQE? Alors, c'est le vert, au jour d'aujourd'hui, ne permet pas de louer plus cher, mais il permet de louer. Si vous voulez, c'est un facteur discriminant. C'est un plus, c'est comme une vue un prérequis. Sans vis-à-vis, quoi. Voilà. Donc ça, c'est indispensable. Et aujourd'hui, tous nos bureaux neufs ou restructurés sont verts. Et nous menons à l'heure actuelle un audit du patrimoine en exploitation pour voir comment le verdir. Et nous sommes confiants dans cette capacité puisque notre patrimoine est très récent. Hein. Nos immeubles ont moins de 10 ans. Donc nous pensons qu'ils sont facilement adaptables aux exigences du vert. Le vert, pour nous, ce n'est pas uniquement l'énergie. Vous savez, on parle beaucoup des performances énergétiques. Pour nous, c'est en fait un sujet plus large. C'est en fait la qualité de vie dans nos bureaux. C'est un environnement de travail. C'est-à-dire que vous travaillez avec des ergonomes? Nous travaillons à la fois avec des ergonomes, effectivement, pour concevoir les espaces. Nous travaillons sur la qualité de l'air, sur la qualité acoustique de nos bureaux. Sur les composants qui sont utilisés de manière à créer l'environnement le plus agréable et celui le mieux à même de concourir à la performance des collaborateurs qui y travaillent. Les bureaux dans lesquels on se trouve ici, s'ils appartiennent à Eurosic aussi? Ce ne sont pas des bureaux qui appartiennent à Eurosic. Eurosic, comme vous le disiez, a 100% de son patrimoine loué, donc nous n'avons pas pu nous mettre chez nous. Dehors. Donc nous nous sommes mis chez d'autres. Mais je voudrais prendre un exemple avec l'immeuble de bureau que nous venons de louer à la Hanovery, donc le 52 Hoche, à côté de l'Étoile. C'est un immeuble qui, par ses caractéristiques justement vertes, ont séduit le locataire. Par exemple, nous inaugurons sur le 52 Hoche un nouveau concept de restauration, en collaboration avec Alain Ducasse et Patrick Join, le designer, qui sera un concept qui permettra de pouvoir, à toute heure de la journée, pouvoir avoir accès à la qualité, une qualité de prestation supérieure, et que ce soit pour votre petit déjeuner, pour le déjeuner ou pour le dîner, vous pourrez repartir chez vous avec des plats d'Alain Ducasse. Et les avocats d'affaires en ont besoin, ils travaillent de longues heures. Voilà, exactement. Donc c'est très approprié. Bon, blague à part, on a compris que donc, l'axe de développement, c'était de se recentrer sur l'immobilier de bureau, Paris et Petite Couronne, plutôt vis-à-vis de grosses signatures, donc des immeubles qui sont loués d'un coup. Quoi d'autre en termes de stratégie? Je dirais que c'est la stratégie qui nous semble la plus créatrice de valeur pour demain. Pour nous, notre analyse, c'est que le marché du bureau va se scinder en deux dans Paris. Vous avez le segment du neuf restructuré qui répond à la demande aujourd'hui des grandes sociétés, et puis le marché de l'existant non restructuré qui va vivre une vie différente, notamment en termes de valeur. Et donc, nous, notre focus, c'est ce segment-là, et notre chance, c'est d'avoir un patrimoine qui, d'ores et déjà, répond à ces exigences et donc qui nous permet de mettre en œuvre cette stratégie et de l'amplifier dans les années qui viennent. Merci. On va parler dans la dernière session, le dernier épisode, du management au quotidien. Ce que c'est de gérer une foncière cotée.
Dernière partie de notre entretien avec Jean-Éric Vimont, le PDG de Rossic, une foncière cotée. On va voir ce qu'est la vie finalement d'un manager au quotidien d'une société. Combien de personnes Rossic? Rossic, c'est aujourd'hui 20 personnes. Nous avons fait le choix d'intégrer l'ensemble des fonctions. Donc nous avons d'un côté la partie immobilière, avec le cœur qui est l'équipe de gestion des actifs. C'est-à-dire qui vont sur le terrain concrètement. Qui vont sur le terrain, qui ont la relation avec nos clients qui sont les preneurs, qui ont en charge la valorisation des actifs, le programme de travaux, la négociation des baux. À côté d'eux, l'autre moteur, l'équipe d'acquisition et d'arbitrage, donc ceux qui identifient les produits que nous voulons acheter, qui mènent les processus d'acquisition ou les processus de cession lorsque nous avons créé la valeur et que nous faisons tourner les actifs. Et c'est eux qui pilotent aussi les travaux de rénovation, le cas échéant? Et avec, en fonction support, effectivement, une équipe technique donc, qui pilote les travaux et puis une équipe commerciale qui a en charge la commercialisation, donc de trouver les locataires, et bien évidemment une équipe juridique qui vient en appui sur toute la matière juridique immobilière importante dans notre métier. Donc ça, c'est la première équipe, c'est la plus importante, c'est une douzaine de personnes. Et puis la deuxième équipe, c'est l'équipe financière, puisque nous sommes société cotée, donc avec bien évidemment toutes les exigences de reporting et de consolidation pour ce type de société. Donc là aussi, intégration complète des fonctions comptables, consolidation, trésorerie, financement, contrôle de gestion. Vous, Jean-Éric Vimont, vous venez de la partie financière, on l'a rappelé. Est-ce que c'est facile de passer de la casquette de directeur financier à celle de manager avec, bien sûr, une composante financière qui reste forte dans votre métier, mais quand même du management, d'autres responsabilités? Tout d'abord, en tant que directeur financier, vous avez des équipes à gérer. Vous êtes manager, puisque lorsque j'étais chez Nexity, j'avais un peu plus de 40 personnes au sein des équipes financières. Et deuxièmement, la transition ne s'est pas faite de directeur financier à PDG d'une foncière, mais j'ai passé pratiquement 2 ans en tant que directeur général délégué du pôle investissement, donc avec une fonction opérationnelle sur ce métier justement d'investissement dans les bureaux. Et donc, cette connaissance de la matière immobilière, quand même, à d'autres qualités. Ça fait appel à d'autres qualités, bien sûr, puisque la manière dont vous gérez des équipes opérationnelles et dont vous gérez des équipes fonctionnelles n'est pas la même, mais c'est quelque chose que j'ai acquis au fur et à mesure du temps et qui vous plaît et qui est certainement une des grandes satisfactions que j'ai dans cette fonction que j'exerce maintenant depuis 2 ans. Et au final, la technique financière, maintenant, quand on est PDG d'une société comme la vôtre, est-ce que ça passe derrière? C'est une petite partie de votre emploi du temps ou ça reste quand même très présent et très noyau dur, j'ai envie de dire, dans vos journées? La spécificité du métier de l'immobilier, c'est que justement les différentes matières sont interreliées de manière très, très importante. Et vous avez la matière immobilière, la matière financière et la matière fiscale. Donc, de toute façon, dans ce métier-là, vous avez besoin de maîtriser les différents aspects. Au-delà de ça, il est évident que la fonction aussi en tant que société cotée, la fonction donc, de représentation et de conviction vis-à-vis des investisseurs est déterminante en tant que président, directeur général de la société. Donc, ça m'amène bien évidemment à être très, très impliqué dans la vente du titre auprès des investisseurs. Et vous diriez que c'est ça votre mission principale, première, si ce n'est du moins en termes d'importance? Je dirais que la mission principale, je pense comme tout dirigeant d'entreprise, c'est de définir la stratégie et de la mettre en œuvre. Donc d'avoir ce rôle à la fois de réflexion et puis ensuite d'impulsion et de fixation du cadre de travail pour les directeurs et les collaborateurs. Et puis au-delà de ça, il y a effectivement une fonction de représentation et une fonction qui vous prend beaucoup de temps. Qui prend énormément beaucoup de temps, de relations avec les actionnaires. 25% de votre emploi du temps global? Non, je crois que les choses s'équilibrent effectivement entre d'un côté la fonction, je dirais, opérationnelle qui consiste à prendre les décisions stratégiques sur les actifs et puis opérationnelles, et puis la fonction
de définition de la stratégie, de comprendre le marché, de le suivre, et puis la fonction également évidemment de relation avec les actionnaires qui, en tant que président-directeur général, m'incombe. D'accord. Vous avez quel âge? Je ne vous ai pas posé cette question. J'ai 46 ans. D'accord. Vous avez, j'imagine, des rêves ou des ambitions qui vont au-delà. Comment est-ce que vous voyez la suite? Comment est-ce que vous vous projetez dans quelques années? Écoutez, le métier de l'immobilier est un métier passionnant et quand on est tombé dedans, on souhaite y rester. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Donc, vous voyez toujours dans l'immobilier en tout cas? Mon ambition, voilà, c'est de continuer dans l'immobilier. Ce métier d'investisseur complet avec cette gestion dans le temps, hein, qui est celui d'une foncière, est un métier que j'apprécie. Et donc demain, je me vois effectivement réalisant la stratégie d'Eurosic, c'est-à-dire de la faire croître sur ce segment du bureau vert qui m'apparaît l'avenir pour cette classe d'actifs. Eh bien, merci Jean-Éric Vimont de nous avoir reçus dans votre bureau. Merci de votre interview et à bientôt alors. À très bientôt.